Bonjour à tous, très heureuse comme chaque semaine de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Anyaba est un prince d'Assigny, sud de l'actuelle Côte d'Ivoire, du peuple Eotilé, qui fut envoyé en France en mai 1688 à l'époque de l'arrivée des Français sur cette côte ouest africaine. Converti au catholicisme avec Louis XIV comme parrain, il passera une dizaine d'années en France avant de retourner en Afrique. Anyaba était venu en France pour apprendre son métier de futur roi. Il est devenu en peu de temps une personnalité emblématique à Versailles. Il aurait été nommé conseiller culturel du roi Louis XIV et aurait appris également des langues classiques et excellait même en latin. Doté d'un don de guérison, il fut surnommé le nègre sorcier de Versailles. Alors, qui était-il et pourquoi son histoire est peu connue? Pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir à nouveau l'écrivain et journaliste Serge Billet. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatima. Alors, on va ensemble visiter un pan de l'histoire commune entre l'Afrique et la France et plus précisément la Côte d'Ivoire. Déjà, c'est pas la première fois que vous vous intéressez aux illustres personnages africains. Pourquoi ce parti pris? C'est pour combler des lacunes, un manque de visibilité? Disons que moi, c'est une passion. J'ai une passion pour l'histoire, une passion pour les personnages oubliés. Et c'était le cas avec Yasuke, le samouraï noir dont tout le monde parle aujourd'hui. Et donc, je suis content d'avoir contribué à faire connaître ce personnage dans le monde entier. C'est le cas pour le seul passager noir du Titanic aussi, dont on n'a jamais parlé, et malgré tous les films qui ont été faits dessus. Oui, moi, ça me passionne. Et donc, Anyaba fait partie de ces personnages qui me passionnent depuis que je suis gamin. D'abord parce que ma grand-mère est d'Assigny, ensuite parce que quand j'étais petit, quand j'étais jeune, j'avais lu un livre d'Henriette Diabaté qui m'avait fasciné. Donc tout ça fait que 40 ans après, je m'y mets à mon tour avec d'autres archives, avec d'autres éléments, avec une autre façon d'écrire les choses, pour pouvoir donc faire en sorte que la jeune génération puisse connaître Anyaba sous un jour très particulier. Justement, effectivement, moi, en préparant l'émission, j'ai découvert que Madame Henriette Diabaté avait écrit Anyaba, un Assinien à la cour de Louis XIV en 1975. Bon, on n'était pas nés, mais ça vous a inspiré. Et puis, non, comment vous avez découvert son histoire? Ça ne m'a pas inspiré, mais quand j'étais gamin, j'ai lu ce livre et qui m'avait intéressé. Après, bon, comme toutes sortes de choses, on met ça de côté parce qu'on passe à d'autres choses. Et donc, j'ai eu à vivre ma vie normalement. Et puis, ces dernières années, sans doute parce que j'avais ce rapprochement encore plus fort avec ma grand-mère dont j'étais très proche et qui était d'Assigny, cette histoire est revenue un peu à la surface et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux apporter de plus, de nouveau par rapport à ce qui a déjà été fait? Et donc j'ai commencé à faire des recherches pour pouvoir donc trouver d'autres archives, trouver d'autres angles, trouver d'autres façons de dire les choses, pour pouvoir donc donner un livre nouveau et différent par rapport à ce qui a déjà été fait. Et justement, parce que vous avez un travail d'historien, on se demande comment vous faites, puisque effectivement, c'est peu connu cette histoire, il y a peu d'archives, même le concernant, qu'on a voulu illustrer l'émission. Vous avez travaillé où, avec qui? Comment on fait ce travail les archives françaises sont les archives françaises, c'est-à-dire que quasiment toute l'histoire de la Côte d'Ivoire se trouve dans les archives françaises. Donc il faut juste être un peu un rat de bibliothèque, aller fouiller, aller chercher. C'est un travail très ingrat. C'est autre chose que d'aller en boîte de nuit. Et donc voilà, donc je passe mon temps, je fouille, je cherche. Mais c'est pareil pour tous mes livres. Donc maintenant je suis un peu rodé. Et donc je fouille, je cherche. Je vois aussi ce que d'autres ont déjà écrit. Je vois ce que d'autres ont déjà dit. Et puis au fur et à mesure, j'avance pour pouvoir donc apporter une pierre nouvelle par rapport à ce qui a déjà été fait ou même quelque chose de totalement nouveau si ça n'a jamais été fait. Et en Côte d'Ivoire, vous avez pu vous appuyer sur des sources? On avait déjà des historiens ivoiriens qui avaient travaillé. Il n'y a pas qu'Henriette Diabaté, il y a d'autres gens qui ont déjà eu à travailler, à dire des choses. Donc j'ai regardé, j'ai écouté ce qu'ils avaient dit. Mais l'essentiel de mon travail, c'est appuyer sur des archives qui étaient assez intéressantes. Des gens qui ont accompagné Anyaba, des gens qui étaient à côté de lui, des gens qui l'ont aussi poussé à revenir pour pouvoir être roi. Donc en écoutant, en décryptant toutes ces choses-là, on arrive à apporter quelque chose de nouveau dans le souffle de cette histoire. Alors, notre protagoniste, déjà la première question, le sentiment qu'on a, quand on s'intéresse à lui, on parcourt votre livre, on se demande, est-ce qu'il est vraiment prince d'Assigny au moment où il quitte la Côte d'Ivoire, ou avec un dénommé Banga, dont on dit qu'il a du sang noble? Il est vraiment le successeur du roi? Non, pas sûr. Non. C'est-à-dire que lui,
un prince éotilé, ça c'est clair, mais il est clair que les éotilés ayant été vaincus par les Soumas, Aniaba était envoyé comme esclave, ou en tout cas comme otage. C'est une pratique qu'on faisait souvent, même au Ghana, c'est ce qu'on faisait aussi avec Osei Tutu, qui était aussi à un moment donné otage donc, chez le camp rival. Et donc il est envoyé donc, chez les Soumas, il est pris sous la protection du frère du roi, qui le prend comme son fils, donc il devient comme son fils, c'est comme ça qu'il est présenté comme prince à nouveau en France. Et quand il part, Banga, que les Français appellent Banga, mais qui s'appelle Anouma donc l'accompagne, et naturellement, donc quand il arrive là-bas, il est présenté comme prince. Donc il y a une histoire très très particulière dans son histoire, parce qu'il est prince au départ, il est ensuite otage, mais considéré comme le fils du frère du roi, et naturellement, donc quand il part, il est présenté comme prince aussi donc à Versailles. L'histoire de la France, parce que là, c'est l'histoire de la France du XVIIe siècle qu'on parcourt, marquée par l'apogée du pouvoir royal qui devient absolu, mais c'est surtout que le royaume de France devient une puissance dont le rayonnement s'étend dans toute l'Europe grâce à ses conquêtes, et d'où la présence française en Afrique. Et là, on se demande comment les chemins déjà d'Aniaba et du chevalier d'Amon, qui est un personnage clé aussi dans cette histoire, se croisent-ils? En fait, le chevalier d'Amon, comme d'autres Français d'ailleurs, sont des gens... les deux personnages principaux, c'est Damon et Ducasse. Ce sont des gens qui viennent régulièrement sur les côtes ouest africaines pour prendre des esclaves. Damon et Ducasse, il les récupère ici, donc sur les rivages d'Assigny et ailleurs, et les envoie à la Martinique, où il possède de grandes propriétés. Donc moi, j'avais cette chance, j'étais à la Martinique, donc j'ai eu accès donc, à des documents concernant ces propriétés donc, à la Martinique, où il faisait venir effectivement des esclaves ivoiriens, et d'autres partaient dans d'autres régions donc, de la Caraïbe. Et donc ces gens-là venaient naturellement là. Et donc à un moment donné, Damon et Ducasse sont eu à se retrouver sur la rive d'Assigny au moment où Aniaba partait, et petit à petit, donc, des choses se sont nouées entre Damon et les prêtres qui ont emmené Aniaba, et c'est comme ça que plus tard, il retrouve Aniaba donc, en Picardie pour pouvoir donc, lui demander de revenir à Assigny. Mais arrivé en France, comment finalement est-il accueilli, puisqu'elles sont rares les personnes noires là-bas, bon peut-être des esclaves ou des valets, mais comment est-il accueilli à son arrivée? J'essaye d'imaginer comment c'était à l'époque, parce que j'ai travaillé sur d'autres choses, sur d'autres personnages noirs qui ont été donc, dans cette époque-là. Vous savez, quand on regarde l'histoire, et d'ailleurs c'est pareil pour les présents, on dit, pour le présent on dit il n'y a pas de racisme entre les riches, il n'y a pas de racisme entre les gens qui ont les mêmes moyens et qui se rencontrent. Eh bien c'est pareil, à partir du moment où vous êtes considéré comme un prince, lorsque vous arrivez donc en France, et c'est comme ça qu'il était présenté, il ne vit pas d'ostracisme particulier. Au contraire, il est regardé avec beaucoup d'égards et beaucoup de respect. Et donc lui, la vie qu'il mène là-bas est une belle vie. Dès son accueil. Parce que c'est ça en fait. Déjà, deux questions. Quand il part d'Assigny à l'époque, quelles sont ses croyances? Je ne sais pas si on peut parler de religion, mais quelles sont ses croyances? Parce qu'il va être baptisé là-bas par le célèbre Bossuet, évêque de Meaux, en 1691. Il part avec quelles croyances? On le sait. On n'a pas de réalité de la croyance d'Aniaba. C'est-à-dire que naturellement, quand on retrace une histoire comme ça, on est aussi obligé de faire attention à ce qu'on dit. Je ne peux pas lui attribuer une croyance au moment de partir. Je sais simplement, puisque nous avons des écrits de l'époque, du chanoine de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui, lorsque Aniaba se rend à la cathédrale et qu'il est pris d'une espèce d'illumination, il dit à ce chanoine qu'il veut être baptisé dans la religion des Français. Voilà, ça, c'est lui qui le dit, c'est retranscrit donc, noir sur blanc donc, dans les archives. Et c'est comme ça qu'on l'emmène chez Louis XIV, et c'est comme ça que Louis XIV décide de le faire baptiser par Bossuet. Et je note quelque chose qui est quand même assez passionnant pour moi, c'est que j'ai travaillé sur un autre personnage noir de cette même époque, qu'on appelle la Mauresse de Morée, la fille cachée de Louis XIV, la fille noire. Et à cette époque aussi, c'est Bossuet, l'évêque de Meaux, le grand écrivain que l'on connaît, c'est lui aussi qui prépare le baptême, qui prépare donc la prise d'habit de la Mauresse de Morée qui va devenir religieuse. Et donc il prépare à la fois Aniaba et la Mauresse de Morée. Ce qui est extraordinaire, que les deux personnes habitent à 100 mètres à peu près l'un de l'autre, à 100 km l'un de l'autre, mais ne se sont jamais rencontrés, ni Aniaba, ni la Mauresse de Morée. Alors qu'ils devaient être les deux rares noirs oui, bien sûr, à cette époque. Au palais. Ils deviennent... Bon, on nous dit que Banga, que vous dites finalement, il s'appelle Azuma, deviennent officiers dans le régiment du roi. Azuma rentre au pays, on ne sait pas trop pourquoi en fait.
Ce qu'on sait dès le départ, et ça, ce sont les textes qui le disent de l'époque, c'est que Hanouma n'a pas souhaité partir avec Aniaba. C'est Aniaba qui devait partir. Hanouma donc l'a accompagné, sans doute qu'il devait peut-être le protéger. Ce qu'on sait, c'est qu'Hanouma avait un faible pour une fille qui s'appelait Asserepou, donc Assini. Et j'imagine que partir, il n'a pas envie de rester, de s'éterniser, donc il cherche à revenir. Et ce qui est intéressant, c'est que on a très peu d'archives sur Hanouma, et très peu sur son retour. Et les rares archives, je ne les ai pas trouvées en France, je les ai trouvées au Québec. C'est-à-dire qu'il y avait un navigateur québécois qui raconte comment est-ce que Hanouma a été recueilli sur un bateau en partance pour faire la guerre contre les Anglais, et que c'est comme ça que naturellement on l'a ramené d'abord à Assigny et qu'il était rendu donc à sa famille. Et quand il arrive, il est malheureux parce qu'il découvre que sa bien-aimée est morte. Oui, après ce retour d'Azuma, Aniaba, lui, continue une brillante carrière militaire, nous dit-on, avec une pension très généreuse. Alors, parlez-nous de cette carrière militaire. Donc, il rencontre le roi. Il y a deux choses qui sont mises sur la table. D'abord son baptême, donc c'est un grand baptême qui a lieu donc à Paris, et ensuite son entrée donc chez les militaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il rentre dans le même régiment de mousquetaires que d'Artagnan, que les fameux trois mousquetaires, et donc avec les mêmes codes. Hein. C'est pas des mousquetaires à pied, c'est des mousquetaires à cheval, le mousquet, l'épée, et donc il rentre donc chez ces mousquetaires avec la fameuse tenue bleue que l'on connaît à travers les films, et donc avec cette compagnie-là, il va faire la guerre en Belgique par 2 fois. Et naturellement, il se distingue sur les champs de bataille, et on le sait dans les archives aussi, qu'à partir de là, il est nommé capitaine de cavalerie. Mais sachant qu'il quittait la Côte d'Ivoire, c'était un adolescent, c'était un jeune homme. Il a quitté à 15 ans. Voilà, il y a 15 ans. Et donc, il a découvert toutes ses capacités, tout ce talent. Moi, je pense, et c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, parce que j'ai bien vu qu'entre le moment, dans les textes et dans les archives, où il rentre donc dans la cavalerie, dans le régiment de Picardie, le régiment de cavalerie de Picardie, et le moment où il va faire la guerre, il se passe 1 mois et demi. Donc j'imagine qu'il avait un certain nombre d'options et voilà. À Assigny, qu'il a dû apprendre à monter à cheval, qu'il a dû apprendre à manier l'épée d'une façon ou d'une autre, et que la seule chose qui lui manquait, c'était de manier le mousquet. Et donc ça, il a dû l'apprendre pendant le mois et demi, parce qu'il y a à peine 1 mois et demi entre le moment où il rentre dans le régiment et le moment où il va partir à la guerre. Donc il y avait des prédispositions ou un certain entraînement. Je ne vois pas comment, même dans un entraînement rapide, en 1 mois et demi, apprendre à monter à cheval, à tirer de l'épée, à tirer au mousquet, je ne vois pas comment il aurait pu faire. Donc je pense que ces choses-là, il les connaissait déjà donc, depuis Assigny. Alors en 1700, le roi d'Assigny meurt, et 1 an plus tard, Aniaba retourne donc à Assigny en compagnie d'Amon, le fameux Amon, chevalier, pour réclamer le trône. Alors tout va pas se passer comme prévu, on va y aller pas à pas. Déjà, comment est-il accueilli à son retour au pays? Au départ, il est bien attendu. C'est-à-dire, on l'attend de façon très respectueuse. Tout le monde est content de le revoir. Et puis les gens s'aperçoivent très vite qu'il a des manières, des façons de faire qui ne sont pas tout à fait du coin. C'est-à-dire qu'il a complètement oublié ses habitudes. Il a un peu peut-être d'arrogance. Après une décennie seulement. Hein. Ça vous transforme en homme. Un gamin qui part à 15 ans et qui revient à 25 ans, il n'est plus le même. Parce qu'à 15 ans, tout se forme. Donc naturellement, il a dû prendre... Il avait une belle vie quand même en France. Il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que non seulement il allait faire la guerre, ce qu'il avait envie de faire, mais quand il rentrait le soir avec les mousquetaires, en Picardie comme ailleurs, c'était extraordinaire. C'était, on buvait, on s'occupait des femmes aux cristaletteuses. On avait une vie qui était tellement joyeuse qu'Aniaba était très endetté quand il quitte la Picardie. Donc c'est quelqu'un qui a bien vécu. Donc naturellement, en 15 ans, en 10 ans, il a changé, il a peut-être même vrillé. Et quand il rentre à Assigny, il n'est plus le même. Donc les gens sont surpris, ils ne reconnaissent plus donc, le personnage qu'ils ont connu quand il est parti. Mais même avant d'arriver sur les terres ivoiriennes, déjà avec l'équipage, ça se passe mal. Ça se passe très mal. Les gens le disent qu'il est... Chez nous, on dit qu'il est gonflé. C'est l'expression... Il est arrogant. Il est arrogant. Ouais, tout le monde en parle. Moi, j'étais mousquetaire. Avant de partir, j'ai quand même demandé au roi d'avoir des insignes de chevalerie qu'on m'a remis
à la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est quand même pas rien. Oui. Et donc, moi, je pars comme chevalier, je suis accompagné par une troupe qui va m'aider donc à prendre le pouvoir. Donc, sur le bateau, déjà, il se comporte très mal, avec beaucoup d'arrogance à l'égard des Français. Il les prend de haut. Et puis, pour les prêtres qui l'accompagnent, c'est aussi un calvaire, parce que au moindre port où il s'arrête, ou en tout cas, c'est la moindre côte sur laquelle il s'arrête, Agnaba voit des filles, il va passer 2 ou 3 jours dans la forêt avec les filles, et il n'y a que ça qui l'intéresse. Oui. Voilà, donc il a une vie complètement particulière qui fait qu'au bout d'un moment, il agace tout le monde sur le bateau. Et c'est pour ça que les Français vont finir par le lâcher quand il va rencontrer des difficultés à Signy. Ils vont se dire, mais oh, ce gars-là, il nous fatigue déjà, on va pas le défendre plus que ça. Mais justement, c'est ça, c'est parce que le chevalier d'Amont, sur qui il comptait pour être intronisé, va finalement le laisser tomber. Oui, parce qu'il joue un double jeu. En fait, le chevalier d'Amont a été très cruel avec Agnaba, parce que c'est lui qui va chercher Agnaba pour dire, mon ami, on a besoin de toi. La France veut faire de Assigny le nouveau Pérou, c'est l'expression de l'époque, qu'on trouve dans les archives, veut faire le nouveau Pérou, c'est-à-dire qu'on veut construire un fort, on veut exploiter l'or, et donc naturellement on a besoin de toi. Agnaba dit non, moi j'ai pas envie de rentrer, je veux dire, c'est pas mon truc. Et là, on voit bien, c'est clairement indiqué qu'on le menace de l'envoyer à la Bastille, donc de l'enfermer en prison, s'il ne rentre pas. Donc il rentre sous la menace de Damon, il envoie une lettre pour dire au roi qu'il veut rentrer, mais c'est pas de son propre chef. Il rentre malgré lui. C'est un retour forcé. C'est un retour forcé, totalement, voilà. On se sert de lui. Et donc quand il rentre, Damon joue un double jeu, parce que quand il voit que finalement le roi qui est sur le trône à Cassini est finalement bien implanté, qu'il est bien entouré par ses sujets, et qu'il n'y a pas moyen de pouvoir donc installer Agnaba à sa place, eh bien il change son fusil d'épaule, et maintenant il prend fait et cause pour le roi. Alors en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'on apprend qu'il va se retrouver après dans la cour du roi du Togo. Donc oui, il va... c'est la partie la plus triste, où il a fui. La moins documentée de la vie d'Agnaba, et ça c'est dommage. Peut-être qu'un jour on trouvera des archives, mais pour l'instant c'est pas le cas. On sait simplement que ça ne se passe pas bien donc à son retour à Signy, et même suprême humiliation, les Français qui avaient emmené un certain nombre de trésors que Louis XIV avait remis pour le sacre d'Agnaba, finalement décide de prendre ces trésors-là pour les remettre au roi Cassini. Donc c'est vraiment une humiliation pour lui. Donc Agnaba finit par s'exiler pour retrouver les siens, les Autilés. Ça ne se passe pas bien non plus. Et là, il décide de rentrer en France parce que sa vie est à Versailles. Sa vie est avec ces grandes manières qu'il a quittées. Et il monte sur un bateau. Et malheureusement, là, et c'est ça qui est dommage, parce que bon, autant sur tout le reste, tout est documenté, tous ceux qui accompagnaient Agnaba ont écrit des choses, mais là, on n'a pas le récit de la querelle qui s'est passée entre Agnaba et le capitaine du bateau qui l'emmène. Il se passe une vraie querelle, et le capitaine de bateau décide de ne pas le ramener en France parce qu'il ne supporte pas ce bonhomme, et il le jette sur une côte. À la première halte au Togo, il le jette sur une côte, et donc c'est comme ça qu'on perd la trace d'Agnaba. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de ce parcours? Parce qu'il est à la fois glorieux, mais aussi triste, voire pathétique au sens premier du terme. Ça fait partie d'abord de l'histoire de la Côte d'Ivoire, donc c'est important de connaître son histoire, qu'elle soit belle ou pas belle. Et puis il y a des choses intéressantes aussi à puiser dans cette histoire-là, des choses un peu moins glorieuses comme vous dites. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que c'est une partie de l'histoire actuelle qui se joue déjà à l'époque. Oui. Parce qu'Agnaba, qu'on le veuille ou non, est le précurseur des coups d'État donc, en Afrique, parce qu'on l'envoie pour cela. Et Louis XIV est quelque part le précurseur de la France-Afrique aussi. Et donc Agnaba est un pantin, quelqu'un qu'on manipule et dont on se sert pour pouvoir faire en sorte de pouvoir donc servir des intérêts étrangers, donc à l'occurrence des intérêts français. Donc tout ça nous enseigne beaucoup sur le présent, et nous prépare aussi sur l'avenir pour voir comment est-ce que justement, en puisant et en regardant comment est-ce que les choses se sont passées donc, il y a si longtemps, eh bien, on puisse éviter de recommencer les mêmes erreurs. Mais à plus de l'aspect historique que vous venez de rappeler, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de manipulation. En fait, on se dit qu'il a été on ne sait pas s'il a été victime, si, et à la fois aussi... Pour moi, quand on exerce une pression sur quelqu'un comme ça, c'est une victime. Voilà. Oui. Voilà, on peut dire... Naturellement qu'on peut toujours se dégager d'une pression. Mais ce manque d'humilité, c'est personnel. C'est l'éducation. mais la vie, c'est peut-être une question de choix, mais il y a des fois où ce n'est pas facile de faire un choix. Moi, j'ai écrit un livre, quand j'étais en Martinique, sur une partie de l'histoire qui est complètement oubliée, au moment de l'esclavage, aux Antilles notamment. Quand un esclave s'enfuyait d'une habitation, on les appelait les fameux nègres marrons, la première fois, on lui a posé une fleur de lys
à chaud sur l'épaule. La deuxième fois, on lui coupait le jarret. La troisième fois, on le mettait à mort. Mais il y avait une exception aussi, où on demandait, est-ce que vous préférez être pendu ou devenir bourreau? Devenir bourreau, c'est pas très agréable pour un esclave, parce qu'il est amené à tuer d'autres esclaves. Beaucoup ont refusé, mais certains ont accepté, notamment celui sur lequel j'ai écrit un livre qui s'appelle Mathieu Léveillé, qui a été envoyé comme esclave au Québec de 1733 à 1743, et donc qui était bourreau au Québec, mais il était extrêmement malheureux. Pendant 10 ans, il était extrêmement malheureux. Et c'est la même chose que l'on voit pour Aniaba, c'est-à-dire que quelque part, il y a la contrainte qui vous pousse à faire un choix pour sauver votre peau. Je ne veux pas aller en prison, donc je finis par entrer à Signy pour pouvoir donc ou en tout cas me battre contre les miens. Et puis finalement, il finit malheureux. Donc c'est un enseignement aussi sur l'histoire. C'est comment est-ce qu'on fait pour gérer des contradictions comme celle-là quand on est l'objet d'emprise, mais aussi de contraintes de la part de gens extérieurs. Mais est-ce que l'histoire locale, je parle d'Assigny ivoirienne, l'a célébrée, est-ce qu'on a retenu quelque chose? Est-ce qu'Assigny, à part le musée qu'on a vu, est-ce qu'Assigny, son histoire est connue? Est-ce qu'il y a sa dynastie? Moi, je pense que nous avons déjà un problème général par rapport à l'histoire, mais ce n'est pas Assigny seulement, c'est la Côte d'Ivoire, mais c'est aussi l'Afrique, où nous avons le sentiment que l'histoire est vraiment passée par pertes et profits, que ce soit l'histoire ou la culture, parce que ce n'est pas quelque chose qui rapporte, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on croit important, alors que pour moi, la construction d'un peuple, d'une identité, ça passe à la fois par l'histoire et par la culture. Donc Assigny n'est qu'un épiphénomène dans tout ce qui se passe dans ce pays, et tout se passe sur ce continent, où il faut effectivement reprendre les choses à bras-le-corps. Mais ça prend du temps. Nous, notre travail, nous, de chercheurs, d'écrivains, c'est juste de rabâcher les mêmes choses, de dire que c'est important, que nous faisons ce travail-là aussi au service de la mémoire, de la population. D'autres l'ont fait avant nous. Henriette Diabaté est une pionnière, et la jeunesse continue. Et moi, quand je suis en Martinique, c'est la même chose. Des gens comme Aimé Césaire ont travaillé avant moi. J'ai eu la chance de le fréquenter, d'être à ses côtés, et justement, de continuer son œuvre d'une autre façon. Donc, oui, chaque génération, comme disait Frantz Fanon, chaque génération doit faire sa part, ouais. Voilà, se trahir ou l'accomplir. Et donc, nous accomplissons notre part. Et là, vous avez, avec ce livre, j'imagine, parcouru des établissements scolaires. Parce que c'est ça aussi, c'est la transmission. C'est ce que vous voulez qu'on retienne. Pour ne plus qu'on dise « je ne savais pas, je ne le connais pas ». C'est ça? Moi, j'ai fait notamment plusieurs écoles, dont deux qui m'ont beaucoup marqué. C'est le collège d'Abou, et puis le lycée Jules Verne, où la rencontre avec les élèves, donc d'Abou et Abidjan pour l'autre, la rencontre avec les élèves, oui, les élèves sont très intéressés. Il y a toujours la même question qu'ils posent et qui, moi, me surprend, c'est quel message vous voulez faire passer. Mais le seul message, c'est de juste vous mettre à votre disposition une partie de votre histoire et la connaître. Une fois que vous la connaissez, vous en faites ce que vous voulez. Vous trouvez dans cette histoire des choses qui vont peut-être vous faire pleurer, d'autres qui vont vous faire rire, d'autres qui vont vous faire bondir. Voilà, l'essentiel, c'est que vous trouviez dans cette histoire. On ne demande pas à un auteur qui travaille sur l'histoire, à partir des archives, quel message il veut faire passer. On demande juste, est-ce que justement, il nous donne à connaître cette histoire ou il ne nous donne pas. Là, je pense que c'est important. Et j'ai ressenti ça chez les élèves de Dabou et chez les élèves aussi du lycée de Jules Verne. Mais son parcours est très, j'ai envie de dire, cinématographique. C'est peut-être que certains seront inspirés à lui rendre hommage sur le plan télévisuel ou cinématographique. Mais au-delà de ça, c'est vrai que vous parliez des coups d'État, vous parlez de la manipulation, des liens historiques entre les deux pays. C'est vrai que c'était une terre de richesse, une terre de promesses. On dit même que le chevalier d'Amont, on ne sait pas s'il a survendu cette partie de l'Afrique de l'Ouest, à savoir à Signy, avec le Nouveau-Pérou. Est-ce que c'était vraiment une terre de richesse? Moi, je pense que... à l'époque, dans les rapports qu'on avait entre l'Europe et l'Afrique, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Google Maps, on a les réseaux sociaux, on peut savoir. Il y avait un fantasme. Ouais. On pensait qu'il y avait des richesses incommensurables à Signy. De là à dire que c'est le Nouveau-Pérou, c'est peut-être un peu... Mais en tout cas, déjà, la comparaison montre bien à quel point on s'attend à trouver des richesses incroyables. Je me souviens, en tout cas, j'ai découvert que lorsque Aniaba va rentrer en Côte d'Ivoire, il y a une grande réception qui est organisée à Paris, et il y a l'ancien gouverneur de la Guyane qui vient le voir en disant « Mais moi, en Guyane, j'ai travaillé sur l'or, je connais bien ce domaine-là. » Il vient déjà se placer au cas où il y aurait de l'or à Signy et qu'on puisse demain peut-être l'affecter ici pour pouvoir
donc exploiter cet or. Donc il y a un vrai fantasme, même depuis la Guyane, depuis la France, on imagine qu'Assigny, c'est une réserve d'or incroyable. C'était l'époque. Voilà, c'était les rêves, c'était les croyances, et puis donc on se racontait les choses comme ça en imaginant effectivement qu'il y avait des montagnes d'or. Et ça va expliquer aussi la présence française à cet endroit de la Côte d'Ivoire et les vestiges encore. Ça commence comme ça. Après, il y aura, comme on le sait plus tard, donc le traité qui est signé par le Sanvy, avec toutes les polémiques que ça a créées quand le Sanvy a voulu être indépendant, ou en tout cas a pensé pouvoir être indépendant. Et voilà, donc tout ça commence aussi à travers l'histoire de Danyaba. Et c'est possible d'envisager, puisque que la Martinique reste française, que ce livre aussi soit, en tout cas, lu et appris aux jeunes Français. Mais moi, mon travail, il est là. C'est un travail qui dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire. Oui, je suis très attaché ici, mais bon, c'est pas un livre seulement pour les Ivoiriens, c'est un livre aussi pour les autres. C'est pour ça qu'il y a une forme d'écriture qui permet à des gens, d'ailleurs, de pouvoir comprendre et de pouvoir aussi entrer dans l'histoire sans être forcément uniquement ivoirien. Oui, ça m'intéresse. Je l'ai fait avec le livre Bonny, je l'ai fait avec Mes années au fouet, je l'ai fait avec le livre sur Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. C'est comment on fait pour vendre aussi notre histoire, celui de notre pays, à d'autres gens qui ne sont pas d'ici. Oui, ça c'est une ambition première. Alors Serge Bullet, bon, peut-être qu'on s'y prend un peu trop tôt, mais on a envie de vous dire quelle est la suite. Est-ce qu'il y a une inspiration pour un ouvrage à venir? Oui, j'écris un livre qui va sortir en octobre sur les prénoms africains. Ça n'a strictement rien à voir, mais c'est sur les prénoms. Et donc, ça me passionne parce que je découvre des prénoms qui sont extrêmement rares et ça me passionne. Et c'est des prénoms, vous dites rares, qu'on n'utilise plus, ou il y aura certains prénoms qu'on connaît C'est des prénoms qu'on utilise et qui sont extrêmement surprenants. Ah oui, eh bien, on est impatient. Donc, encore l'occasion de vous relancer une invitation, décidément. Ça va devenir un feuilleton, nous deux. Ah, et donc, on attend ce livre avec impatience. Au mois d'octobre. Mais pour l'instant, c'est Danyaba. Et donc, je souhaite vraiment que, surtout la jeune génération qui ne connaît pas cette histoire, et puis même au-delà... Et la moins jeune, moi je ne la connaissais pas, très honnêtement. Et même au-delà même de la jeune génération, on a beaucoup de fantasmes, on dit beaucoup de choses, notamment, on a entendu tout à l'heure, qu'Aniaba était un sorcier, alors qu'on fait une confusion avec un autre noir, à l'époque, qui s'appelait Antoine Nines, qui était emmené à guérir donc, à la cour. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont racontées, qui sont dites, et là, il a fallu tout reprendre à zéro pour pouvoir donc écrémer donc, l'histoire, pour pouvoir donc rester sur les certitudes qu'on avait par rapport à Aniaba. Ben, grâce à vous, on reste dans le factuel. Serge Bullet, merci infiniment encore d'avoir pris part à cette émission. Merci de nous enseigner de toutes ces choses que l'on ne sait pas. Et merci encore d'accepter à chaque fois de participer à cette émission. Alors, j'aurais voulu citer une autre personne, mais quand j'ai vu qu'on parlait de Bossuet, qui est pour moi... qui a l'une des plus belles citations au monde, donc je ne pouvais pas m'empêcher de le citer. La fameuse citation qui me plaît tant. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Oui. C'est une belle citation que j'ai appris à l'école, que j'ai beaucoup aimée. Moi aussi, elle est pertinente, elle me marque. Et donc, comme je parlais de Bossuet, je me suis dit, encore une occasion de la citer. Merci infiniment et à très bientôt pour d'autres œuvres. Merci. À bientôt.